Il existe une forme de solitude particulièrement cruelle, celle qui naît lorsque votre propre famille vous tourne le dos. Pour Jean Moreau, à 76 ans, cette douleur était devenue sa réalité quotidienne le jour où son fils l'avait déposé dans un vieux gîte délabré pour ne jamais revenir. Le gîte des Pins tombait en ruine, tout comme l'espoir de Jean. Il passait ses journées dans un silence pesant, se demandant si quiconque se souviendrait un jour de son existence. Puis, un matin, tout bascula. Une fissure dans le mur de la chambre 12 attira son attention. Derrière, se cachait une porte secrète que personne n'avait ouverte depuis des décennies. Ce que Jean découvrit dans cette pièce oubliée allait transformer sa vie d'homme délaissé en une histoire que nul ne pourrait plus ignorer. Un vieil homme abandonné pouvait-il à lui seul déterrer les secrets qu'une ville entière avait enfouis des années auparavant? Avant de poursuivre, dites-nous d'où vous nous regardez et abonnez-vous pour l'histoire de demain. Le premier matin au gîte des Pins, Jean Moreau s'éveilla au son du silence. Non pas le silence paisible d'un dimanche matin tranquille, mais le silence lourd et oppressant de l'abandon. Il gisait sur le matelas affaissé de la chambre 7, le regard fixé sur les taches d'humidité au plafond qui ressemblaient à des continents sur une carte oubliée, et tentait de se persuader que cette situation n'était que temporaire. Léo avait parlé de 2 semaines, peut-être 3 tout au plus. C'était il y a 6 jours. Jean se redressa péniblement, ses articulations protestant contre le mouvement. 76 années d'existence laissaient leur marque sur un corps usé par le travail à l'usine. De longues heures passées debout sur des sols en béton, l'usure accumulée par le simple fait d'exister. Il attrapa ses médicaments sur la table de chevet, un rituel quotidien devenu plus complexe depuis le décès de Monique, 3 ans auparavant. Elle avait l'habitude de les lui préparer, de s'assurer qu'il les prenne en mangeant, de lui rappeler les pilules pour la tension qui ne devaient pas être prises avec le traitement pour le cholestérol. Maintenant, il se débrouillait seul. La chambre empestait le moisi et le vieux tabac froid, bien que le panneau « Défense de fumée » sur la porte datait probablement des années 80. Jean se dirigea vers la fenêtre et écarta les rideaux qui s'effritèrent légèrement sous ses doigts. Dehors, la route départementale 947 s'étendait, vide dans les 2 directions. Une route à 2 voies qui avait son importance à l'époque où les gens traversaient les villages au lieu de les contourner par les autoroutes. De l'autre côté de la route se trouvait la station-service de Marie. Le seul autre commerce encore en activité à portée de vue. Tout le reste, le bistrot, le magasin de fournitures agricoles, la petite épicerie avaient fermé des années auparavant, laissant derrière eux des enseignes décolorées par le soleil et des vitres brisées. Jean s'habilla lentement, avec soin. Un pantalon bleu marine, une chemise que Monique lui avait offerte pour son 75e anniversaire. Il avait toujours mis un point d'honneur à soigner son apparence, même lorsqu'il travaillait à l'usine. Un homme doit avoir l'air soigné, disait son père. Ça montre le respect que tu as pour toi-même et pour les autres. Il prit son téléphone, un simple téléphone à clapet que Léo lui avait donné 2 ans plus tôt, et tenta de nouveau de joindre son fils. Directement sur la messagerie vocale. L'enregistrement générique. Même plus la voix de Léo. Léo, c'est encore ton père. J'apprécierais que tu me rappelles. J'ai besoin de savoir quel est le plan. Il garda une voix stable, professionnelle. Il ne voulait pas paraître désespéré, même si c'était exactement ce qu'il devenait. Jean avait été contremaître à l'usine de Pontval pendant 33 ans. Il comprenait les systèmes, les procédures, l'importance de tenir ses engagements. Quand tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais. C'est ainsi qu'il avait été élevé. C'est ainsi qu'il avait élevé Léo, ou du moins essayé. Quoi qu'il en soit, la dispute avait commencé à propos de la maison. La maison de Jean, la maison de campagne avec 3 chambres que Monique et lui avaient achetée en 1972, où ils avaient élevé Léo, où Monique était décédée dans la chambre qu'ils avaient partagée pendant 47 ans. Après les funérailles, après un intervalle de deuil décent, Léo avait suggéré de la vendre. C'est trop grand pour toi, papa. Trop de souvenirs. Et honnêtement, le marché est bon en ce moment. Tu pourrais trouver un bel appartement, quelque chose de plus facile à entretenir. Jean avait refusé. Cette maison, c'était Monique. Son jardin, sa cuisine, son fauteuil de lecture près de la fenêtre. La vendre, c'était comme l'effacer. Mais ensuite, les impôts fonciers étaient arrivés, le toit avait besoin de réparation, et la chaudière était tombée en panne en janvier. Sa retraite couvrait les besoins de base, mais pas les grosses réparations. Ses économies, jamais substantielles,
avait été épuisé par les dernières factures médicales de Monique, celles que l'assurance ne couvrait pas, les traitements expérimentaux qu'ils avaient essayés en désespoir de cause. Léo avait proposé son aide. « Laisse-moi m'en occuper, papa. J'ai des opportunités d'affaires. Les choses sont vraiment en train de tourner pour moi. » Ce que Léo avait, c'était des dettes de jeu et un besoin désespéré d'argent. Jean ne le savait pas à l'époque. Il avait signé les papiers que Léo lui avait apportés, faisant confiance à son fils pour organiser la vente de la maison, pour lui trouver un endroit agréable pendant que tout était réglé. Au lieu de cela, Léo l'avait amené ici. « C'est juste temporaire, papa. 2 ou 3 semaines, tout au plus. J'ai une piste pour une super maison de retraite médicalisée, mais il y a une liste d'attente. Ça nous donnera le temps de tout organiser. » Le gîte des Pins n'était plus en activité depuis au moins une décennie, peut-être plus. Les mauvaises herbes poussaient à travers les fissures du parking. L'enseigne au néon, vacances, aux lettres rouges, était sombre et brisée. La peinture s'écaillait sur toutes les surfaces. Mais la chambre avait un lit, une salle de bain qui fonctionnait à peu près, et Léo lui avait laissé 200 € en espèces, pour la nourriture et tout ce dont tu as besoin. Je reviens vendredi. Le vendredi était passé. Jean se dirigea vers le bureau du gîte, bien que le terme « bureau » fût généreux. Le comptoir de la réception était couvert de poussière, de vieilles fiches d'enregistrement encore dans leur casier derrière le comptoir. Un calendrier de 1998 était accroché au mur. Tout le bâtiment semblait figé dans le temps, comme si celui qui le gérait était simplement parti un jour pour ne jamais revenir. Il avait exploré la propriété cette première semaine, plus par ennui que par curiosité. 12 chambres au total, disposées en L, toutes vides, toutes se détériorant à des rythmes différents. Certaines avaient des fenêtres cassées. D'autres étaient inexplicablement impeccables, comme si les clients étaient partis la veille et que le service de nettoyage n'était pas encore arrivé. La chambre 12 était la plus étrange. Tout était intact. Le lit fait, les serviettes pliées. Une télévision des années 70 posée sur la commode. Mais quelque chose clochait. J'en aurais su dire quoi exactement. Juste une sensation, le genre de sentiment que l'on a quand on sait qu'on n'est pas seul, même si on ne voit personne. La deuxième semaine, Jean avait établi une routine. Réveil à 6 heures, prise de ses médicaments, traversée de la route jusqu'à la station-service de Marie pour un café et la nourriture qu'elle avait, généralement des sandwichs de la veille du distributeur, des chips, des fruits un peu trop mûrs mais encore comestibles. Marie devait avoir dans les 70 ans, mince comme un clou avec des cheveux blancs coupés courts de manière pratique. Elle tenait la station-service depuis aussi longtemps que l'on pouvait s'en souvenir, ou du moins c'est ce qu'elle avait dit à Jean lors de leur première conversation. « Vous êtes le monsieur qui loge au gîte des Pins » avait-elle dit. Ce n'était pas une question. Dans un si petit village, tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Temporairement, avait répondu Jean, s'accrochant à ce mot comme à une bouée de sauvetage. Marie lui avait lancé un long regard. Il y avait quelque chose de triste et de compréhensif dans ses yeux. Cet endroit est vide depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Comment avez-vous atterri là? Mon fils s'en est occupé. Pendant que nous réglons certaines choses. Elle avait hoché lentement la tête, encaissant son café et son sandwich sans commentaire. Mais après ce premier jour, elle avait commencé à avoir de la meilleure nourriture en stock. Du pain frais, du vrai café au lieu du simple café soluble. Des fruits qui n'avaient pas de meurtrissure. Je reçois plus de livraisons de toute façon, avait-elle dit lorsque Jean l'avait fait remarquer. Autant commander des choses décentes. Mais ils savaient tous les deux qu'elle le faisait pour lui. La troisième semaine, la colère de Jean envers Léo avait commencé à se muer en quelque chose de pire, l'acceptation. Son fils ne reviendrait pas. Quoi que Léo ait prévu, quoi qu'il se soit passé avec la vente de la maison, Jean avait été jugé dispensable. Un problème résolu en l'abandonnant dans un gîte délabré et en s'en allant. La prise de conscience faisait plus mal que la colère. La colère était propre, juste. Ceci n'était que triste. Jean avait essayé d'appeler d'autres membres de la famille. Un cousin en Bretagne qui n'avait pas répondu à son message. Un vieil ami de l'usine qui avait déménagé en Auvergne. Personne ne semblait savoir quoi dire à un homme de 76 ans qui avait été abandonné par son unique enfant. Ses économies étaient tombées à 80 €. Sa retraite arriverait le 1er du mois prochain,
mais c'était dans 3 semaines. Il rationnait ses médicaments, les prenant un jour sur 2 au lieu de quotidiennement, espérant que son corps ne s'en apercevrait pas. La nuit, allongé sur le matelas affaissé, Jean pensait à Monique. Comme elle serait déçue par Léo. Comme elle s'inquiéterait pour Jean. Elle avait toujours été le pont entre eux, aplanissant les aspérités, trouvant un terrain d'entente. Sans elle, il s'était simplement éloigné. Je ne sais pas quoi faire, Monique, murmurait-il dans l'obscurité. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais au fond de lui, il le savait. Il avait échoué d'une manière ou d'une autre. En tant que père, en tant qu'homme. On ne finit pas abandonné à 76 ans si l'on a tout fait correctement. La 4e semaine amena la pluie. Constante, implacable, le genre qui trouvait chaque faiblesse dans la structure vieillissante du gîte. L'eau s'infiltrait à travers les dalles du plafond, formait des flaques dans les coins. Tout le bâtiment sentait la pourriture humide et la décomposition. Jean avait commencé à remarquer des choses sur le gîte des Pins pendant ces longues journées vides. La façon dont certaines chambres étaient verrouillées tandis que d'autres restaient ouvertes. L'agencement étrange du bureau avec une porte derrière le comptoir qui ne menait nulle part, ou du moins le semblait. Il l'avait essayé une fois et l'avait trouvée scellée, recouverte de tant de couches de peinture que la poignée tournait à peine. Et la chambre 12, toujours la chambre 12, avec sa perfection troublante et ce sentiment de malaise qu'il ne pouvait chasser. Le matin où tout changea, Jean effectuait son inspection de routine des dégâts causés par la pluie. Marie avait mentionné une grosse fuite dans l'une des chambres, suggérant qu'il ferait bien de vérifier avant que le plafond ne s'effondre. Il avait trouvé la fuite dans la chambre 12. L'eau ruisselait le long du mur derrière la tête de lit, le papier peint cloquait et se décollait. C'est alors qu'il remarqua le courant d'air. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Léo avait laissé Jean au gîte des Pins. 3 mois à attendre des appels qui n'arrivaient jamais, à prétendre que c'était temporaire alors que chaque jour rendait la situation plus permanente. Jean avait cessé d'appeler son fils. Par fierté peut-être, ou simplement par lassitude d'entendre le même enregistrement de messagerie vocale encore et encore. La pluie tombait depuis 2 jours sans interruption lorsque Jean remarqua quelque chose d'anormal dans la chambre 12. Il avait évité cette chambre, mal à l'aise avec son étrange état de conservation. Mais l'eau traversait maintenant le plafond, et il ne pouvait ignorer les dommages structurels, même dans un bâtiment qui ne lui appartenait pas. Il poussa la porte et fut immédiatement frappé par l'odeur de plâtre humide et de moisissure. Le plafond formait une bosse menaçante dans un coin, goûtant régulièrement sur la moquette délavée. Mais c'est le mur derrière le lit qui attira son attention. Le papier peint se décollait en longues bandes, se recourbant pour révéler des couches plus anciennes en dessous. Jean s'approcha lentement, la main tendue pour toucher le mur endommagé. Le papier s'enleva facilement entre ses doigts, la colle vieille de plusieurs décennies se transformant en poussière. En dessous, il y avait un autre motif, et en dessous encore un autre, comme les strates archéologiques de l'histoire du gîte. Et puis il le sentit, un courant d'air. De l'air froid s'infiltrait par une fissure dans le plâtre. Il appuya la paume de sa main à plat contre le mur et sentit l'air bouger. Derrière ce mur, il y avait un espace, un vide là où il ne devrait pas y en avoir. Jean recula et étudia les dimensions de la pièce, puis sortit et compta les murs extérieurs. Le calcul ne collait pas. La chambre 12 était plus courte qu'elle n'aurait dû l'être d'au moins 2,5 mètres. Il y avait quelque chose derrière ce mur. Le cœur de Jean martelait sa poitrine. Cette vieille pompe travaillait plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Il pensa à Monique, à la façon dont elle avait toujours encouragé sa curiosité, son besoin de comprendre comment les choses fonctionnaient. « C'est pour ça que tu étais un si bon contremaître, disait-elle. Tu remarques ce que les autres manquent. » Il se rendit au placard d'entretien qu'il avait découvert la première semaine. Une petite pièce à côté du bureau, remplie d'outils et de fournitures anciens. Il trouva un marteau, un tournevis, un pied de biche qui avait connu des jours meilleurs. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les ramenait à la chambre 12. L'arthrite dans ses doigts rendait le travail lent et douloureux. Il commença par la fissure d'où venait le courant d'air, glissant le tournevis sous le plâtre, faisant levier doucement. Des morceaux tombèrent, révélant des lattes de bois en dessous, et derrière ces lattes, l'obscurité. Il lui fallut 40 minutes pour créer une ouverture assez grande pour voir à travers. Jean sortit son téléphone, alluma la fonction lampe de poche que Léo lui avait montrée une fois, et regarda dans l'interstice. Une porte.
Il regardait l'arrière d'une porte peinte du même beige institutionnel que les murs de la chambre. Le cadre avait été scellé avec du plâtre et du papier peint, caché si complètement que vous ne sauriez jamais qu'il était là, à moins de le chercher. La respiration de Jean s'accéléra. Quelqu'un avait délibérément dissimulé cette porte. La question était pourquoi. Il travailla encore 1 heure, les épaules douloureuses, les doigts gourds, mais poussé par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, un but. Le plâtre continuait de tomber et finalement, il avait exposé suffisamment du cadre de la porte pour trouver le bord, la jointure où la porte rencontrait le mur. La serrure était vieille, probablement d'origine. Jean l'étudia, puis retourna au placard d'entretien et fouilla dans des tiroirs remplis de bric-à-brac accumulés jusqu'à ce qu'il trouve un trousseau de clés. Des étiquettes pendaient à chacune d'elles avec des numéros de chambre délavés. Aucune n'était étiquetée pour la chambre 12, mais une clé n'avait aucune étiquette. Juste une plaque de laiton avec la lettre M gravée dessus. Jean retourna à la chambre 12, inséra la clé dans la serrure exposée et tourna. Le mécanisme résista, des décennies de non-utilisation le rendant têtu, mais finalement, quelque chose cliqua. Il poussa et la porte s'ouvrit vers l'intérieur avec un grincement de gonds protestataires. Un air froid se précipita à l'extérieur, transportant l'odeur de la poussière et du temps renfermé. Jean projeta sa lumière à travers l'ouverture et vit des escaliers descendant dans l'obscurité. Son esprit rationnel lui disait que c'était insensé. Il avait 76 ans, avec un cœur fragile et des genoux encore pires. Il devrait appeler quelqu'un, la police peut-être, ou au moins Marie. Mais qui se soucierait d'un vieil homme trouvant une pièce cachée dans un gîte abandonné? Et que leur dirait-il? Qu'il avait trouvé des escaliers? Non. Il devait aller au bout de cette affaire lui-même. Jean descendit prudemment, une main sur la rampe, l'autre tenant son téléphone pour la lumière. 12 marches, puis un palier. Puis l'espace s'ouvrait sur une pièce. Il balaya la lumière et retint son souffle. C'était un appartement, petit, peut-être 40 mètres carrés, mais entièrement meublé et apparemment intact. Un lit avec les couvertures encore retournées. Un bureau avec des papiers éparpillés sur sa surface. Une kitchenette avec de la vaisselle dans l'égouttoir. Des étagères garnissaient un mur, rempli de volumes dont il ne pouvait lire les dos d'ici. Jean trouva un interrupteur près de la porte et l'actionna, sans rien attendre, mais des tubes fluorescents au plafond s'allumèrent en vacillant, bourdonnant et projetant une lumière crue sur tout. L'appartement datait d'une autre époque. Les années 70, supposa Jean, d'après la palette de couleurs et le style des meubles. Orange brûlé et or moutarde, lambris de bois sombre, moquette à poils longs qui avait dû être blanche mais était maintenant grise de poussière. Il se dirigea vers le bureau, chaque pas laissant des empreintes dans la moquette poussiéreuse. Des papiers étaient éparpillés, des factures, des reçus, des notes manuscrites. Au centre se trouvait une photographie encadrée. Un homme dans la quarantaine, au visage sévère, debout devant le gîte des pins alors qu'il était encore en activité. L'enseigne au néon brillait derrière lui. Des voitures remplissaient le parking. Jean prit le cadre et souffla la poussière du verre. Au bas de la photo, écrit au marqueur, les mots « Pierre Leroy, gérant, 1968 ». Une plaque sur le bureau le confirmait, « Pierre Leroy, gérant ». C'était donc l'appartement privé du gérant, caché sous la chambre 12. Mais pourquoi caché? Et pourquoi abandonné avec tout encore en place? Comme si le roi était juste sorti un instant pour ne jamais revenir. Jean ouvrit les tiroirs du bureau, son instinct de contremaître pour l'enquête systématique prenant le dessus. Le tiroir du haut contenait des stylos, des élastiques, le fatras de bureau habituel. Le deuxième tiroir contenait des dossiers, copies d'enregistrement de clients, bons de commande, registres d'entretien. Le tiroir du bas était verrouillé. Jean essaya le trousseau de clés du placard d'entretien, les passant tout en revue jusqu'à ce qu'il trouve une autre clé non marquée qui tourna dans la serrure. Le tiroir s'ouvrit pour révéler un journal relié en cuir, du genre avec une lanière et un fermoir. Il le souleva avec précaution, le posa sur le bureau et l'ouvrit à la première page. 1er janvier 1968. Premier jour en tant que gérant du gîte des pins. Nouvelle année, nouveau poste, nouvelles opportunités. Ce journal consignera les opérations quotidiennes et mes observations. Pierre Leroy. Jean tourna les pages, parcourant les entrées. Les premières étaient banales, nombre de clients, problèmes d'entretien, observations météorologiques. Mais au fil des mois,
le ton commença à changer. 15 mars 1968. Demande étrange aujourd'hui. Un client de la chambre 7 ne voulait aucune trace de son séjour. A payé en espèces. N'a pas voulu signer le registre. A dit que c'était une affaire privée. J'ai accepté, bien que cela me semblât incorrect. 3 juin 1968. Un autre client privé. Cela devient une habitude. Il paie toujours bien. Demande toujours la même chose. Pas de registre, pas de questions. Je commence à me demander dans quoi je me suis embarqué. 22 septembre 1968. Rencontrer le commandant Lefebvre aujourd'hui. Il a suggéré que le gîte des Pins pourrait être utile pour certaines situations nécessitant de la discrétion. A dit qu'il y aurait une compensation. J'aurais dû dire non. Les mains de Jean tremblaient en tournant d'autres pages. Les entrées devenaient plus sombres, plus cryptiques. Des références à des arrangements, des invités spéciaux et des paiements qui n'apparaissaient pas dans les livres officiels. Dans un coin de la pièce, Jean remarqua autre chose, un coffre-fort, petit et démodé, encastré dans le mur derrière un panneau mobile. Il avait trouvé quelque chose. Il ne savait pas encore exactement quoi, mais tout son instinct lui disait que c'était important. Cet appartement caché, ce journal, c'étaient les pièces de quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait été délibérément dissimulé. Jean regarda autour de lui cet espace figé dans le temps et sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 3 mois. Une raison de continuer. Jean passa les 3 jours suivants dans l'appartement caché de Pierre Leroy. Revenant chaque matin après une nuit agitée dans la chambre 7, il aborda l'enquête méthodiquement, de la même manière qu'il abordait autrefois les problèmes de contrôle qualité à l'usine, systématiquement, en documentant tout, en cherchant des schémas. Le journal devint son principal centre d'intérêt. Il le lut de bout en bout 2 fois, prenant des notes sur son propre bloc-notes, créant une chronologie des événements. Ce qui en émergea fut le portrait d'un homme qui avait commencé avec de bonnes intentions et qui avait été progressivement entraîné dans quelque chose de corrompu. Pierre Leroy avait 39 ans lorsqu'il devint gérant du Gîte des Pins en 1968. Il était enthousiaste à propos de cette opportunité, fier de gérer son propre établissement. Les premières entrées reflétaient l'optimisme et le souci du détail. Mais en quelques mois, le ton changea. Des notables locaux commencèrent à utiliser le gîte à des fins qui requéraient de la discrétion. Le commandant Antoine Lefebvre apparaissait fréquemment dans les entrées, demandant toujours des arrangements spéciaux pour certains invités. Pas de nom dans le registre, pas de questions posées. Des paiements en espèces qui allaient dans la poche de Leroy plutôt que dans les comptes du gîte. J'en trouva la première mention d'un méfait grave dans une entrée de novembre 1969. Situation dans la chambre 4 ce soir. Un invité a été impliqué dans un accident. A heurté quelqu'un avec sa voiture. Lefebvre dit que ça doit disparaître discrètement. L'invité est quelqu'un d'important. On ne peut pas avoir de scandale. J'ai aidé à nettoyer la voiture. Que Dieu me pardonne, j'ai aidé à nettoyer le sang d'une voiture et je n'ai rien dit. L'entrée se terminait là, mais Jean pouvait sentir l'angoisse de Leroy dans l'écriture, la façon dont le stylo avait appuyé plus fort sur le papier. En continuant sa lecture, un schéma se dessina. Le Gîte des Pins était devenu une plaque tournante pour couvrir des crimes, des liaisons, des agressions, des transactions commerciales qui ne supportaient pas la lumière du jour. Et Pierre Leroy, que ce soit par cupidité, par peur ou par simple incapacité à s'en extraire, était devenu complice. En 1972, les entrées montraient un homme consumé par la culpabilité et la peur. J'en sais trop. Ils savent que j'en sais trop. Je ne peux plus dormir. Chaque voiture qui entre, je me demande si elle vient pour moi. Jean posa le journal et se frotta les yeux fatigués. Les lumières fluorescentes lui donnaient mal à la tête, mais il ne pouvait s'arrêter de lire. C'était la vie de quelqu'un, la descente de quelqu'un dans le compromis moral, documenté d'une écriture soignée qui devenait de plus en plus tremblante au fil des années. Il tourna son attention vers les classeurs qu'il avait remarqués lors de sa première visite. Utilisant le trousseau de clés, il ouvrit le premier tiroir et le trouva méticuleusement organisé, des dossiers étiquetés par année, chacun contenant des reçus, des fiches d'enregistrement et des notes manuscrites. Mais ce n'étaient pas les registres officiels du gîte. C'étaient les archives privées de Leroy, documentant les activités qu'il ne pouvait pas consigner dans les grands livres.
Jean sortit le dossier marqué « 1970 » et trouva des fiches d'enregistrement remplies de la main de Leroy. Des noms de clients, mais avec des astérisques à côté. Des notes dans la marge. Invité CDT. L. Situation juge D. Arrangement conseiller départemental P. Chaque fiche documentait des paiements en espèces bien supérieurs aux tarifs normaux des chambres. 300 € pour une seule nuit, 500 €. Une fois, 1000 € pour ce qui était listé comme une consultation de week-end. La formation de Jean à l'usine reprit le dessus. Il créa une feuille de calcul sur papier, listant les dates, les montants et les notes critiques que Leroy avait prises. Une image commença à se former, un schéma systématique de corruption impliquant les forces de l'ordre local, des juges, des élus départementaux et des chefs d'entreprise. Le tribut physique de son enquête se faisait sentir. L'arthrite de Jean s'enflammait après des heures d'écriture et de tri de papier. Son dos lui faisait mal à force de se pencher sur les dossiers. Il avait sauté des repas, trop absorbé pour traverser la route jusqu'à la station-service de Marie. Le 4e jour, Marie vint à lui. Jean était si profondément plongé dans la lecture d'un dossier de documents de 1973 qu'il ne l'entendit pas frapper. Elle le trouva dans l'appartement caché, des papiers étalés sur le sol en piles organisées, le journal ouvert sur le bureau. « Jean Moreau, vous avez une mine de déterré, dit-elle depuis le seuil, le faisant sursauter. Je ne vous ai pas vu depuis 3 jours. J'ai cru que vous étiez peut-être décédé, alors je suis venu vérifier. » Jean se leva lentement, ses genoux protestant. « Marie, je suis désolé. J'aurais dû. Comment êtes-vous entrée ? » La porte du gîte était ouverte. J'ai appelé, j'ai vu le trou dans le mur de la chambre 12 et j'ai suivi la lumière. Elle regarda autour de l'appartement, son expression indéchiffrable. Alors, vous avez trouvé l'endroit de Pierre ? Les mots frappèrent Jean comme de l'eau froide. Vous saviez pour cet endroit ? Marie entra complètement dans la pièce, ses yeux balayant les murs, le bureau, s'arrêtant sur la photographie de Pierre Leroy. Son visage s'adoucit d'une vieille tristesse. Je savais que Pierre avait un appartement privé quelque part dans le gîte. Je n'ai jamais su exactement où. Il était prudent à ce sujet. Elle se dirigea vers le bureau et prit la photographie, ses doigts tremblant légèrement. C'était un homme bien, Jean. Il l'était vraiment, au début. Vous le connaissiez ? Je le connaissais. Marie reposa la photographie et se tourna pour faire face à Jean. Nous étions ensemble, Pierre et moi, pendant 6 ans. C'était censé être notre avenir. Il gérait le gîte, je tiendrais la station-service. Nous allions nous marier une fois qu'il serait établi. Jean s'affaissa dans le fauteuil de bureau, soudain épuisé. Que s'est-il passé ? Il s'est accoquiné avec les mauvaises personnes. Le commandant Lefebvre et sa clique. Ils ont utilisé cet endroit pour des choses qui n'auraient pas dû se produire. Pierre a essayé de dire non au début, mais ils avaient des moyens de rendre les choses difficiles. Des menaces, des promesses, de l'argent quand les temps étaient durs. La voix de Marie était stable, mais ses yeux étaient lointains. Au moment où il a réalisé à quel point il était impliqué, il n'y avait plus d'issue. Le journal s'arrête en 1974, dit Jean doucement. Que lui est-il arrivé ? Marie resta silencieuse un long moment. Il a disparu. En mars 1974. Il a dit qu'il allait à la préfecture de région, qu'il allait dire à une autorité ce qui se passait. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je lui ai dit que c'était trop dangereux. Il y est allé quand même. Elle regarda Jean. Il n'est jamais revenu. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à la limite du département. Pas de corps, aucune trace. Le verdict officiel a été disparition volontaire. Vous pensez qu'ils l'ont tué ? Je sais qu'ils l'ont tué, dit simplement Marie. Je le sais depuis 50 ans. Mais savoir et prouver sont 2 choses différentes. Jean fit un geste vers les papiers qui les entouraient. Il a tout documenté. Tout, les noms, les dates, les montants. Ce sont des preuves. Des preuves vieilles de 50 ans, impliquant des gens qui étaient puissants à l'époque et dont les familles sont toujours puissantes aujourd'hui. Marie secoua la tête. Que allez-vous faire de tout ça, Jean ? Il n'avait pas de réponse. Il avait été si concentré sur la découverte de la vérité qu'il n'avait pas pensé au-delà de la découverte elle-même.
Que allait-il faire? Il était un homme de 76 ans abandonné dans un gîte sans ressources, sans crédibilité, sans plateforme. Mais alors qu'il regardait autour de lui l'appartement figé dans le temps de Pierre le Roi, les preuves de corruption soigneusement préservées, il sentit quelque chose se cristalliser en lui. Un but, peut-être même un devoir. Je vais finir ce qu'il a commencé, dit Jean. Je vais m'assurer que les gens connaissent la vérité. Marie l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. Alors vous feriez mieux d'être préparé à ce qui va suivre. Parce que la vérité a une façon de rendre les gens puissants très mal à l'aise. Jean se réveilla le lendemain matin avec une détermination renouvelée. La révélation de Marie avait tout changé. Ce n'était plus seulement une curiosité historique. Pierre le Roi avait été assassiné pour avoir tenté d'exposer la vérité. Le moins que Jean pouvait faire était d'honorer ce sacrifice en achevant la tâche. Il retourna à l'appartement caché avec du café frais que Marie lui avait apporté et l'esprit plus clair. Aujourd'hui, il chercherait plus minutieusement, chercherait ce qu'il aurait pu manquer dans son excitation initiale. Les classeurs livrèrent plus de secrets. Au fond du deuxième tiroir, coincé derrière des dossiers suspendus, Jean trouva une boîte en métal. À l'intérieur se trouvait un trousseau de clés avec de petites étiquettes numérotées attachées à chaque clé, des numéros correspondant au tiroir des classeurs. Jean déverrouilla systématiquement chaque tiroir, trouvant des couches de documentation que le roi avait organisées avec un soin méticuleux, des dossiers étiquetés par année, subdivisés par type d'incident. L'homme avait essentiellement créé une archive de la corruption s'étalant sur une décennie. Un dossier contenait des photographies, pas le genre que l'on trouve dans un album de famille. C'étaient des clichés de surveillance, granuleux et pris à distance. Des hommes se serrant la main sur le parking du gîte, des enveloppes étant passées. Quelques-unes montraient l'intérieur des chambres, apparemment prises depuis les portes ou les fenêtres. Jean étala les photographies sur le bureau, étudiant les visages. Certains étaient clairement datés par les vêtements et les coiffures, fin des années 60, début des années 70. Il ne reconnut personne, mais le roi avait légendé les dos. CDT. L. Et juge du bois. Août 1970. Conseiller départemental P. Recevant un paiement. Janvier 1972. Documentation de pot de vin, claire comme le jour. Un autre dossier contenait ce qui semblait être des copies de documents officiels. Des rapports de police qui avaient été modifiés. Des enquêtes d'accidents qui aboutissaient à des conclusions improbables. Des transferts de propriété qui n'avaient pas de sens. Le roi avait d'une manière ou d'une autre obtenu des originaux ou des copies de ces documents et les avait conservés. Le dossier le plus accablant était simplement étiqueté « Incident ». À l'intérieur, le roi avait compilé des comptes rendus détaillés de crimes qui avaient été étouffés. Le délit de fuite de 1969 dont Jean avait lu l'histoire dans le journal. Une affaire de violence domestique impliquant un élu départemental qui avait été enterré. Une falsification de preuves dans une enquête pour cambriolage. Et puis, daté de septembre 1972, une seule page avec seulement quelques lignes, homme amené à la chambre 9 déjà mort. On m'a dit d'aider à disposer du corps. Je ne pouvais pas refuser. Ils l'ont bien fait comprendre. Que Dieu m'aide, j'ai aidé à enterrer quelqu'un dans les bois derrière le gîte. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais seulement que je suis maintenant complice d'un meurtre. La main de Jean tremblait en lisant ces mots. C'était au-delà de la corruption ou des dissimulations. C'était un homicide, et le roi avait été forcé d'y participer. Il chercha frénétiquement dans d'autres dossiers, cherchant plus d'informations sur l'incident de septembre 1972, mais ne trouva rien. Soit le roi avait eu trop peur pour en documenter davantage, soit il gardait cette information ailleurs. Jean s'adossa, l'esprit en ébullition. Si le roi avait aidé à enterrer un corps, et si les mauvaises personnes savaient qu'il pouvait en témoigner, alors sa disparition en 1974 prenait un sens terrible. Ils avaient éliminé un témoin qui en savait trop. Un bruit à l'étage fit sursauter Jean. Des pas dans la chambre 12. Quelqu'un était dans le gîte. Il se déplaça silencieusement au bas de l'escalier, écoutant. Les pas étaient délibérés, se déplaçant dans la pièce au-dessus. Puis ils s'arrêtèrent juste au-dessus de l'appartement caché. « Jean, vous êtes en bas ?» La voix de Marie. « Dieu merci. »« Je monte » cria-t-il, un flot de soulagement l'envahissant.
Il trouva Marie debout dans la chambre 12, tenant une photographie à la main. Pas une de l'appartement. Celle-ci était dans un cadre, et elle l'avait clairement apportée avec elle. « J'ai pensé que vous devriez voir ça, dit-elle en la lui tendant. La photographie montrait une Marie plus jeune, peut-être dans la quarantaine, debout à côté de Pierre Leroy. Ils étaient devant le gîte des Pins, tous deux souriants, son bras autour de sa taille. Elle portait une robe simple, et il portait un pantalon et une chemise. Ils avaient l'air heureux, pleins d'espoir. Ça a été pris en 1970, dit doucement Marie. Avant que tout ne tourne mal. Avant qu'il ne s'enfonce si profondément qu'il ne voyait plus d'issue. Jean regarda la photo, puis Marie. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'ai trouvé. Il la conduisit en bas dans l'appartement et lui montra le dossier étiqueté, incident, en particulier l'entrée sur septembre 1972. Marie la lut, son visage devenant pâle. « Je ne savais pas ça, murmura-t-elle. Il ne me l'a jamais dit. Mon Dieu, il devait être terrifié. A-t-il jamais mentionné le fait de s'adresser aux autorités? Avant sa disparition, je veux dire. » Marie hocha lentement la tête. Les derniers mois, il en parlait constamment. Disait qu'il ne pouvait plus vivre avec lui-même. Il avait préparé un dossier, toutes ses preuves, toute sa documentation. Il allait l'envoyer au procureur général. Qu'est-il advenu du dossier? Je ne sais pas. J'ai supposé qu'il l'avait envoyé avant de disparaître. Que c'est peut-être ce qui l'a fait tuer. Mais si le procureur général l'avait reçu, il y aurait eu une enquête. Elle regarda Jean. À moins que le dossier n'ait jamais été envoyé. Ils fouillèrent l'appartement ensemble, passant en revue chaque tiroir, chaque armoire, chaque cachette possible. Rien. Si le roi avait préparé un dossier pour les autorités, il n'était pas ici. Peut-être qu'il le gardait ailleurs, suggéra Jean. Quelque part en sécurité. Ou peut-être qu'ils l'ont trouvé quand ils l'ont trouvé. La voix de Marie était plate. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Ils ont détruit les preuves en même temps que l'homme. Jean sortit la photographie qu'il avait trouvée plus tôt, celle montrant des hommes échangeant des enveloppes. Au dos, de l'écriture de Leroy, commandant Antoine Lefebvre, mars 1973. Lefebvre est-il toujours en vie? Demanda-t-il. L'expression de Marie se durcit. Oh oui, il est en vie. 89 ans, il vit à la maison de retraite des Tilleuls de l'autre côté de la ville. A pris sa retraite avec une pension complète et des avantages. Membre respecté de la communauté. Les gens l'appellent encore commandant Lefebvre comme si c'était un titre honorifique. Il s'en est tiré. Avec tout. Ils s'en sont tous tirés. Ceux qui ne sont pas morts de vieillesse ont déménagé. Ont emporté leurs secrets avec eux. Ce département a une belle réputation propre maintenant. Personne ne veut déterrer de vieux scandales. Jean regarda autour de lui l'appartement, les dossiers, les photographies, les preuves que le roi avait si soigneusement préservées. Et si quelqu'un les déterrait? Et si quelqu'un s'assurait que cette histoire soit racontée? Marie croisa son regard. Vous êtes sérieux à ce sujet? Je n'ai rien d'autre, Marie. Mon fils m'a abandonné ici. Je n'ai pas de but, pas d'avenir à proprement parler. Mais ça. Il fit un geste vers les documents qui les entouraient. Ça, c'est important. Pierre est important. La vérité est importante. Ça pourrait être dangereux. J'ai 76 ans avec un cœur fragile. À quel point puis-je vraiment être en danger? Marie resta silencieuse un moment, puis plongea la main dans son sac et en sortit une vieille enveloppe jaunie par le temps. Pierre m'a donné ça la semaine avant de disparaître. M'a fait promettre de la garder en sécurité, de ne pas l'ouvrir à moins que quelque chose ne lui arrive. Vous avez eu ça pendant 50 ans? J'avais trop peur de l'ouvrir. Trop peur de ce qu'elle pourrait contenir, des obligations qu'elle pourrait créer. Elle tendit l'enveloppe à Jean. Mais peut-être qu'il est temps. Jean prit l'enveloppe, sa main stable malgré le poids du moment. Le sceau était encore intact. L'adresse écrite de la main soignée de Leroy, bureau du procureur général, Villefranche. À l'intérieur se trouvait une lettre, 3 pages, détaillant tout. Les noms, les dates, les crimes, les dissimulations.
Une confession complète de l'implication de le roi et une accusation détaillée contre tous les autres. La preuve dont Jean avait besoin. Il ne l'a jamais envoyé, dit Jean doucement. Il allait le faire. Il m'a dit qu'il se rendait à la préfecture de région ce soir-là même pour la remettre en personne. Il ne faisait pas confiance à la poste. La voix de Marie se brisa. Mais il est venu me voir d'abord, pour me dire au revoir. Il savait que ce serait peut-être la dernière fois. Et il m'a laissé ça, juste au cas où. J'en tenais la lettre avec précaution. C'était ça. La clé de tout. Le dernier acte de le roi, préservé pendant 5 décennies par une femme qu'il avait assez aimée pour garder son secret en sécurité. Nous devons finir ça, dit Jean. Pour Pierre. Pour tous ceux qu'ils ont blessés. Nous devons nous assurer que cette vérité éclate. Marie hocha la tête, des larmes coulant sur son visage buriné. Alors faisons le bien. Faisons en sorte que ça compte. Jean passa la semaine suivante à organiser tout ce que Pierre le roi avait laissé derrière lui. Il travaillait dans l'appartement caché de l'aube jusqu'à ce que ses yeux deviennent trop fatigués pour lire, cataloguant soigneusement chaque pièce à conviction, recoupant les dates et les noms, construisant une image complète de la corruption qui avait infecté cette petite ville pendant plus d'une décennie. Marie venait quotidiennement, apportant de la nourriture et des provisions, partageant ce dont elle se souvenait de ces années. Ces souvenirs comblaient les lacunes que les documents ne pouvaient pas combler, le contexte sur qui étaient ces gens, le pouvoir qu'ils exerçaient, comment ils avaient maintenu le contrôle si longtemps. Le 8e jour, Jean fit une découverte qui changea tout. Il avait fouillé dans le placard, qu'il avait initialement écarté comme ne contenant que de vieux vêtements et du linge. Mais au fond, derrière une pile de couvertures, il trouva une boîte en carton scellée avec du ruban adhésif devenu brun et cassant avec le temps. À l'intérieur se trouvait un magnétophone à bobine, du type courant dans les années 60 et 70. Et à côté, une douzaine de bandes dans leur boîte d'origine, chacune étiquetée avec des dates s'étalant de 1970 à 1974. Le cœur de Jean s'emballa alors qu'il examinait l'équipement. Fonctionnerait-il encore après 50 ans? Il trouva une prise, le brancha et fut récompensé par un faible bourdonnement. La machine vivait. Il enfila la première bande avec précaution, suivant des instructions dont il se souvenait de sa jeunesse, lorsque ce type d'équipement était courant. La bande était cassante, fragile, mais elle tenait. Jean appuya sur « Lecture ». Du grésillement d'abord, puis des voix. Éraillées et lointaines, mais indubitables. « Je ne peux pas continuer à faire ça, Antoine. Quelqu'un va parler. » C'était la voix de le roi. Jean la reconnut d'une manière ou d'une autre, bien qu'il n'ait jamais entendu l'homme parler. Peut-être était-ce juste la certitude que ce devait être lui, enregistré dans son propre appartement. Personne ne va parler. La seconde voix était plus profonde, autoritaire. Parce que tout le monde est mouillé maintenant. Toi y compris, Pierre. Tu as pris l'argent comme tout le monde. Je parle de la situation Roussel. Ça a été trop loin. La situation Roussel est réglée. L'homme allait tout exposer. Le jeu, les paiements, tout. Il fallait s'en occuper. Vous l'avez tué, Antoine. Vous avez tué un homme et vous m'avez fait aider à enterrer le corps. Une longue pause. Puis la voix autoritaire à nouveau. Plus froide maintenant. Tu as aidé parce que tu es complice. Tu es complice depuis le jour où tu as pris le premier paiement. Maintenant, tu te tais et tu fais ce qu'on te dit, ou tu finiras comme Roussel. La bande continuait, mais les mains de Jean tremblaient si fort qu'il dut l'arrêter. C'était la voix du commandant Antoine Lefebvre, discutant ouvertement d'un meurtre, menaçant le roi. C'était une preuve réelle et indéniable. Il écouta d'autres bandes, chacune révélant des conversations que le roi avait secrètement enregistrées. Des discussions de pots de vin, des séances de planification de dissimulation, des menaces explicites. Sur une bande, Lefebvre et un autre homme identifié comme le juge Dubois discutaient de la modification de dossiers judiciaires pour protéger le fils du conseiller départemental d'accusation d'agression. Les enregistrements étaient accablants. Plus qu'accablants, ils étaient explosifs. Jean rembobina soigneusement chaque bande, les étiquetant avec ses propres notes sur leur contenu. Sa formation à l'usine lui servit bien. Il créa un système d'inventaire, faisant correspondre les bandes aux documents, recoupant les noms et les dates. Mais un problème de taille se posait.
Les bandes étaient vieilles, fragiles, et n'existaient que dans ce format obsolète. Si quelque chose leur arrivait, la preuve serait perdue. Il lui fallait des copies numériques qui pourraient être préservées et partagées. Cela signifiait qu'il avait besoin d'aide avec une technologie qu'il ne comprenait pas. Quand Marie arriva cet après-midi-là, Jean lui expliqua ce qu'il avait trouvé. Sa réaction fut immédiate et viscérale. Elle porta les mains à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Il les a enregistrées. Pierre a tout enregistré. Sa voix était à peine un murmure. Il constituait un dossier. Un vrai dossier. Je dois les numériser, dit Jean. Faire des copies qui ne se dégraderont pas. Mais je ne sais pas comment faire ça. Je n'ai pas l'équipement. Marie s'essuya les yeux, hochant la tête. Mon neveu Nicolas. Il a 53 ans, il vit à Rives-sur-Loire. Il travaille avec des ordinateurs, il fait de la restauration audio comme passe-temps. Il pourrait t'aider. Pouvons-nous lui faire confiance? C'est de la famille. Et il n'a jamais aimé la façon dont les vieilles familles géraient les choses ici. Son père, mon frère, a perdu son entreprise dans les années 80 parce qu'il n'a pas voulu jouer leur jeu avec les conseillers départementaux. Elle sortit son téléphone. Laissez-moi l'appeler. 3 jours plus tard, Nicolas Dubois arriva au Gîte des Pins avec un équipement qui parut incroyablement complexe à Jean. L'homme était mince et dégarni, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il ne posa pas de questions, se contentant d'écouter Marie expliquer ce qu'ils avaient trouvé et ce dont ils avaient besoin. C'est incroyable, dit Nicolas, examinant les bandes avec des mains prudentes. Des enregistrements de 50 ans en étonnamment bon état. Les informations sur ces bandes, si c'est ce que vous dites, c'est de la dynamite historique. Il installa son équipement dans l'appartement caché, travaillant avec une précision qui rappela à Jean ses propres jours à l'usine. Au cours des heures suivantes, Nicolas transféra chaque bande en format numérique, créant plusieurs copies sur différents appareils. Pour la sécurité, expliqua-t-il. Vous ne voulez pas que cela n'existe qu'à un seul endroit. Si quelqu'un voulait détruire les preuves, il devrait trouver chaque copie. Pendant que les enregistrements se transféraient, Nicolas écoutait au casque, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Quand il eut terminé, il retira le casque et regarda Jean et Marie avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous réalisez ce que c'est, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement de la corruption locale. C'est un complot, du racket organisé, un meurtre commandité. La prescription légale ne s'applique jamais au meurtre. Ce qui signifie? Demanda Jean. Ce qui signifie que si le commandant Lefebvre est toujours en vie, il pourrait être poursuivi. Maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est une affaire classée non résolue qui n'attend qu'à être rouverte. Jean sentit quelque chose changer en lui. Il avait pensé à cela comme à une justice historique, rétablissant la vérité sur Pierre le Roi. Mais Nicolas avait raison. C'était plus grand. Des gens avaient été assassinés. Des preuves avaient été détruites. Et l'un des principaux auteurs était toujours en vie, toujours libre, toujours respecté dans la communauté. Nous devons aller voir les autorités, dit Jean. Marie secoua la tête. Les autorités locales? La gendarmerie que Lefebvre dirigeait? Le procureur départemental dont le père était probablement impliqué dans tout ça? Alors les autorités de l'État. Le bureau du procureur général, comme Pierre l'avait prévu. Nicolas hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher, mais vous avez besoin de plus que les seuls enregistrements. Vous avez besoin de corroboration, de contexte. Ces bandes sont puissantes, mais un bon avocat de la défense pourrait arguer qu'elles sont fabriquées ou sorties de leur contexte. Vous avez besoin de l'image complète. J'en fis un geste autour de l'appartement. Nous avons des documents, des photographies, le journal de Pierre, sa lettre. C'est bien. C'est un début. Nicolas sortit un ordinateur portable et ouvrit un document. Mais voici ce qui rendrait cette affaire blindée, une corroboration contemporaine. Y a-t-il d'autres personnes encore en vie qui se souviennent de ça? Des témoins qui peuvent confirmer ce que les documents et les bandes décrivent. Marie prit la parole doucement. Henri Fournier. Il était journaliste pour le quotidien du canton à l'époque. Il a essayé d'enquêter sur certaines de ces affaires.
Ses rédacteurs en chef l'ont fait taire. Il est toujours en vie, il vit sur la rue des Pins. Il doit avoir dans les 80 ans maintenant. Parfait, dit Nicolas. Un journaliste qui a essayé de rendre compte de cela à l'époque. C'est exactement le genre de corroboration dont nous avons besoin. Jean sentit un élan se créer. Il ne découvrait plus seulement la vérité. Il construisait un dossier. Un vrai dossier qui pourrait réellement mener à la justice. Il y a une dernière chose, dit doucement Marie. Elle sortit la montre de poche qu'elle avait montrée à Jean plus tôt, celle gravée, à Pierre, avec amour, M. Elle la lui tendit. Je veux que vous l'ayez. Pierre aurait voulu que quelqu'un finisse ce qu'il a commencé. Je pense que ce quelqu'un, c'est vous. Jean prit la montre, sentant son poids dans sa paume. C'était plus qu'un garde-temps. C'était un symbole d'amour, de perte et d'affaires inachevées. Un rappel que certaines dettes transcendent la mort. Je m'assurerai que ça compte, promit-il. Je m'assurerai que le sacrifice de Pierre n'a pas été vain. Henri Fournier vivait dans une petite maison en bordure de ville, le genre d'endroit qui parlait d'un homme qui avait survécu à la plupart de sa génération. Le jardin était soigné, mais minimal. La peinture de la maison s'estompait, mais ne s'écaillait pas encore. Un drapeau pendait du porche et une boîte aux lettres usées par les intempéries portait le nom, Fournier, en lettres peintes à la main. Jean frappa. Marie se tenait à ses côtés pour un soutien moral. Ils avaient appelé à l'avance, expliquant qu'ils voulaient discuter du gîte des Pins et des événements des années 70. Henri avait accepté immédiatement. L'homme qui ouvrit la porte était grand mais voûté, ses 82 ans évidents dans la manière prudente dont il se déplaçait. Mais ses yeux étaient vifs, alertes, jaugeant ses visiteurs avec le regard évaluateur d'un journaliste de longue date. Marie, dit-il, un sourire traversant son visage buriné. Je ne vous ai pas vu depuis des années. Et vous devez être Jean Moreau. Entrez, je vous en prie. Son salon était tapissé de bibliothèques, chaque surface disponible couverte de journaux, de magazines et de piles de carnets. Les archives accumulées d'un homme qui avait passé sa vie à courir après les histoires. Vous avez mentionné le gîte des Pins, dit Henri une fois qu'ils furent assis. Cet endroit me hante depuis 50 ans. J'ai essayé d'écrire sur ce qui s'y passait, la corruption, les dissimulations. Mon rédacteur en chef a tué chaque article. Il disait que je n'avais pas assez de preuves, que je risquais des procès en diffamation que le journal ne pouvait pas se permettre. Et si je vous disais que la preuve existe ? Dit Jean. Et si Pierre Leroy avait tout documenté ? Henri se pencha en avant, l'intensité remplaçant sa manière décontractée. Je dirais, montrez-moi. Jean avait apporté des copies de documents clés, pas les originaux, qui restaient cachés en lieu sûr, mais des photographies et des pages imprimées qui racontaient l'histoire. Il les étala sur la table basse d'Henri, observant le visage du vieux journaliste alors qu'il examinait chacun d'eux. Mon Dieu, murmura Henri. Il a tout gardé. Chaque pièce. Il leva les yeux vers Marie. Pierre a fait ça. Il les a aussi enregistrés, dit Marie doucement. Des conversations avec Lefebvre et les autres. Des discussions explicites sur des crimes, des dissimulations, des paiements. Henri se rassit, les mains tremblant légèrement. Je savais que quelque chose comme ça existait. Devait exister. Personne ne mène une opération aussi bien huilée sans documentation, sans assurance. Je ne l'ai juste jamais trouvé. Que pouvez-vous nous dire sur la disparition de Pierre ? Demanda Jean. Henri se leva et se dirigea vers un classeur dans le coin. Il en sortit un dossier épais et le ramena sur le canapé. J'ai continué ma propre enquête même après que mon rédacteur en chef m'ait fait taire. Un projet personnel, je me disais. Peut-être qu'un jour la vérité compterait. Il ouvrit le dossier, révélant des coupures de journaux, des notes tapées, des photographies. Pierre Leroy a disparu le 14 mars 1974. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à la limite du département le lendemain matin. L'enquête officielle a conclu à une disparition volontaire. Ils ont dit qu'il était probablement parti avec des dettes de jeu ou une femme. C'est absurde, dit Marie. Pierre ne jouait pas et il n'est certainement pas parti. Je sais. Je n'ai jamais cru à l'histoire officielle. Henri sortit une photographie montrant un Lefebvre plus jeune debout à côté de la voiture abandonnée. Remarquez qui a mené l'enquête.
Le commandant Lefebvre lui-même. L'homme qui a probablement ordonné le meurtre était chargé de trouver le tueur. Le renard classique gardant le poulailler. Jean étudia la photographie. Lefebvre avait l'air confiant, presque suffisant, debout à côté de la preuve de son propre crime. J'ai essayé d'impliquer la gendarmerie nationale, continua Henri. Anonymement. J'ai suggéré qu'ils examinent l'affaire. Ils ont dit que la juridiction locale s'en occupait de manière appropriée. C'est là que j'ai su à quel point c'était profond. La gendarmerie était soit complice, soit trop intimidée pour agir. Et le journal ? Demanda Jean. Pourriez-vous publier maintenant ce que vous ne pouviez pas alors ? Henri secoua lentement la tête. Le quotidien du canton n'est plus ce qu'il était. Nouveau propriétaire, personnel réduit. Ils tiennent à peine le coup à l'ère d'Internet. Mais il y a quelqu'un qui pourrait écouter. Valérie Garnier. C'est la rédactrice en chef actuelle. Elle a pris la relève il y a environ 5 ans. Elle n'est pas d'ici. N'a pas les vieilles loyautés. Je lui ai déjà parlé de l'histoire du gîte des Pins. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose là. Elle a dit que si jamais j'obtenais des preuves, elle le publierait, même si cela impliquait des familles importantes. Valérie est une vraie journaliste. Vieille école. Si l'histoire est vraie et que nous pouvons la soutenir, elle l'imprimera. Henri regarda les documents étalés devant lui. Et ça la soutient. C'est tout ce dont nous avons besoin. J'en sentis un changement. Ils avaient rassemblé des preuves, mais maintenant ils avaient une voie à suivre, un moyen de rendre la vérité publique. Mais alors que l'espoir montait, la prudence le tempérait. Si nous rendons cela public, il y aura des conséquences, dit-il. Pour nous tous. Ces familles ont encore du pouvoir. J'ai 82 ans, dit fermement Henri. J'attends depuis 50 ans de raconter cette histoire. Que peuvent-ils me faire maintenant que l'âge n'a pas déjà fait ? Marie hocha la tête. Je ne suis pas loin derrière vous. J'ai vécu avec ce secret toute ma vie d'adulte. Il est temps. Jean pensa à Léo, à l'abandon qu'il avait amené au gîte des Pins. Au mois sans but qu'il avait passé à se sentir oublié et inutile. Puis il pensa à Pierre Leroy, un homme qui avait essayé de faire ce qui était juste et l'avait payé de sa vie. Le choix était évident. Alors nous allons de l'avant, dit-il. Nous racontons l'histoire. Henri plongea la main dans le dossier et en sortit d'autres papiers. Ce sont des brouillons d'articles que j'ai écrits à l'époque, ceux que mon rédacteur en chef ne voulait pas publier. Nom, date, connexion. J'ai documenté tout ce que j'ai appris, même si je ne pouvais pas l'imprimer. Considérez cela comme ma contribution aux preuves de Pierre. Il tendit les papiers à Jean. Des dizaines de pages tapées, jaunies par le temps, représentant des décennies de journalisme frustré. Des recherches qui n'avaient jamais vu le jour. Des enquêtes qui avaient été réduites au silence. Une carrière définie par l'histoire qu'il ne pouvait pas raconter. Il y a autre chose, dit Henri, sa voix baissant. 2 semaines après la disparition de Pierre, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix d'homme, déguisée d'une manière ou d'une autre. Il m'a dit d'arrêter de poser des questions sur le gîte des Pins. A dit que les gens qui ne savaient pas quand s'arrêter finissaient comme le roi. J'ai reculé après ça. J'ai honte de le dire, mais je l'ai fait. J'avais une femme, des enfants. Je me suis convaincu que certaines histoires ne valaient pas la peine de mourir. Personne ne vous en blâme, dit doucement Marie. Je m'en blâme. Je m'en suis blâmé pendant 50 ans. Henri regarda Jean. C'est pourquoi je vous aide maintenant. C'est ma chance de réparer les choses. D'être le journaliste que j'aurais dû être à l'époque. Jean sentit le poids du moment. 3 personnes âgées assises dans un salon, détenant des preuves de crimes commis il y a un demi-siècle, se préparant à défier des familles puissantes et à rouvrir des blessures que la ville avait tenté d'oublier. Cela aurait dû sembler insensé, don quichotesque. Au lieu de cela, cela semblait nécessaire. Nous devons rencontrer Valérie Garnier, dit Jean. Lui montrer tout. Voir si elle s'engagera à publier. Henri prit son téléphone. Je vais l'appeler maintenant. Valérie respecte les délais et les vieux journalistes. Elle prendra du temps pour nous. Pendant qu'Henri composait le numéro, Jean regarda Marie. Elle lui fit un petit sourire triste,
sa main touchant inconsciemment l'endroit où la montre de poche de Pierre reposait maintenant dans la poche de Jean. Il faisait cela pour Pierre, pour la justice, pour la vérité. Mais Jean savait qu'il le faisait aussi pour lui-même. Cette enquête lui avait donné quelque chose qu'il avait perdu, un but, de la dignité, une raison de continuer. Quoi qu'il arrive ensuite, il avait trouvé un sens à ces dernières années. Cela seul valait le prix qu'il pourrait avoir à payer. Elle nous verra demain matin, dit Henri en raccrochant. 10 heures, au bureau du journal. Elle a semblé très intéressée quand j'ai mentionné de nouvelles preuves dans une affaire classée non résolue vieille de 50 ans. Jean hocha la tête, sentant la détermination s'installer dans ses os. Demain, il franchirait la prochaine étape. Demain, il commencerait à finir ce que Pierre Leroy avait commencé. Le bureau de Valérie Garnier au quotidien du canton était encombré du chaos organisé du journalisme actif, des piles de papier, des tableaux d'affichage couverts de notes d'articles, un mur de classeurs qui avait connu des jours meilleurs. Elle avait la cinquantaine, des cheveux gris acier attachés en une queue de cheval pratique et des lunettes qui pendaient à une chaîne autour de son cou. Henri me parle du gîte des Pins depuis des années, dit-elle en leur faisant signe de s'asseoir. Il a toujours dit qu'il y avait une histoire là, mais n'a jamais eu de preuves. Qu'est-ce qui a changé? Jean commença à exposer les preuves méthodiquement. Les entrées du journal, les photographies, les registres financiers. Il garda les enregistrements pour la fin, jouant des extraits sélectionnés de Lefebvre discutant de crime et de dissimulation. Valérie écouta sans interruption, son expression devenant plus sérieuse à chaque révélation. C'est extraordinaire, dit-elle finalement. C'est du journalisme d'investigation de niveau prix Albert Londres, sauf que l'enquête a été faite il y a 50 ans par un gérant de gîte qui l'a payé de sa vie. Pouvez-vous le publier? Demanda Marie. Si je peux? Oui. Est-ce que les avocats du journal me laisseront faire? C'est une autre question. Valérie se pencha en arrière dans sa chaise. Nous parlons d'accuser des familles importantes de crimes graves, meurtres, corruption, complot. Même avec ces preuves, il y a des risques juridiques. Et si nous allions au-delà de la simple publication? Suggéra Henri. Et si nous impliquions les forces de l'ordre simultanément? Leur donner les preuves, les laisser ouvrir une enquête officielle, puis publier en parallèle. Valérie hocha lentement la tête. Cela fournirait une couverture. Nous ne portons pas d'accusation. Nous rendons compte d'une enquête en cours. Elle regarda Jean. Mais cela signifie aller voir les autorités. Êtes-vous prêt à ce niveau d'examen? Avant que Jean ne puisse répondre, le téléphone de Valérie sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, fronça les sourcils et répondit. Garnier. Son expression changea en écoutant, passant de la curiosité au choc. Quand? Êtes-vous certaine? Une pause. Oui, je vais vérifier. Merci. Elle raccrocha et les regarda tous les trois avec une expression étrange. C'était mon contact au service de l'état civil du département. Je lui avais demandé de sortir tous les dossiers liés à Pierre Leroy, juste pour vérifier les dates pour notre article. Valérie prit ses lunettes, les mit. Elle a trouvé quelque chose. Un certificat de décès. La pièce devint silencieuse. Le visage de Marie perdit toute couleur. C'est impossible, murmura-t-elle. La mort de Pierre n'a jamais été confirmée. Il a été classé comme une disparition volontaire. Selon ce document, Pierre Leroy est décédé le 15 mars 1974, le lendemain de sa disparition. Valérie lisait sur son écran d'ordinateur. Cause du décès, noyade accidentelle. Corps retrouvé dans la rivière Claire, à 50 km en aval d'ici. Identifié par le contenu du portefeuille et des empreintes digitales partielles. Jean sentit un froid s'installer dans son estomac. Pourquoi cela n'a-t-il pas été lié au rapport de personnes disparues? Parce que le certificat de décès a été déposé dans le département de Rive-sur-Loire, pas ici. Une juridiction différente. Le corps a été retrouvé de leur côté de la rivière, donc leur médecin légiste s'en est occupé. Valérie continua de faire défiler. Le médecin légiste qui a signé le certificat était le docteur Michel Girard. Henri émit un son de dégoût. Girard était sur la liste de paix de Lefebvre. Je n'ai jamais pu le prouver, mais tout le monde savait qu'il signait tous les certificats de décès dont ils avaient besoin. Donc, ils ont tué Pierre,
jeté son corps dans un autre département, et ont demandé à un médecin légiste ami de conclure à un accident. La voix de Marie était stable, mais des larmes coulaient sur son visage. Je savais qu'il était mort. Je le sais depuis 50 ans. Mais en avoir la preuve. Jean se pencha et prit sa main. Elle la serra fort, tout son corps tremblant. Il y a plus, dit Valérie doucement. Selon les dossiers, le roi avait une police d'assurance vie. La bénéficiaire était Marie. Marie leva brusquement les yeux. Je n'ai jamais rien reçu. La police n'a jamais été payée parce que la compagnie d'assurance n'a jamais fait le lien entre le certificat de décès et Pierre Leroy. Il l'avait classé comme disparu, pas décédé. Sans preuve de décès, il ne pouvait pas ou ne voulait pas payer. Valérie afficha un autre écran. La police est toujours techniquement active. Avec 50 ans d'intérêt, elle vaudrait. Elle fit une pause, calculant. Environ 200 000 euros. Le chiffre flotta dans l'air. Marie émit un petit son étranglé. Il a souscrit cette police pour moi au cas où quelque chose lui arriverait. Et je ne l'ai jamais su. Pendant toutes ces années. Je ne l'ai jamais su. Cela change tout, dit Henri. Ce n'est pas seulement de la corruption. C'est un meurtre prémédité avec une dissimulation coordonnée sur plusieurs juridictions. C'est du ressort national, un complot, une obstruction à la justice. L'esprit de Jean s'emballait. Pierre n'avait pas seulement disparu. Il avait été assassiné. Et le meurtre avait été assez sophistiqué pour impliquer plusieurs départements et des fonctionnaires corrompus. Cela témoignait d'une organisation, d'une planification, de ressources. Il y a autre chose que nous devons considérer, dit-il lentement. S'ils se sont donné tant de mal pour couvrir la mort de Pierre, que protégeaient-ils vraiment? Ça ne peut pas être seulement la corruption au gîte des Pins. C'est grave, mais pas assez pour justifier un meurtre et ce niveau de dissimulation. Valérie hochait la tête. Vous avez raison. Il y a quelque chose de plus grand ici. Quelque chose que nous n'avons pas encore trouvé. J'en repensa au journal de Pierre, à l'entrée sur septembre 1972. L'homme qui avait été amené à la chambre 9 déjà mort. Pierre avait été forcé de l'aider à l'enterrer. Pierre a été témoin d'un autre meurtre, dit Jean. Ou du moins en a eu connaissance. Septembre 1972. Quelqu'un nommé Roussel. C'est comme ça que Lefebvre l'a appelé sur une des bandes. Pierre a écrit qu'il avait été forcé d'aider à se débarrasser d'un corps. Henri devint très immobile. Roussel. Gérard Roussel. Je me souviens de lui. C'était un inspecteur des comptes du département. Il avait découvert des irrégularités dans les marchés publics, avait dit qu'il allait le signaler à l'État. Puis il a disparu. Sa femme l'a signalé disparu, mais l'enquête n'a mené nulle part. Parce que Lefebvre menait l'enquête, dit Valérie, la compréhension se faisant jour. Tout comme avec Pierre. Et si Pierre savait pour Roussel, pouvait témoigner de son meurtre, continua Jean. Alors Pierre devait être éliminé, termina Henri. Ils ont tué Roussel pour protéger la corruption. Puis ils ont tué Pierre pour se protéger du meurtre de Roussel. Toute l'ampleur devenait claire. Ce n'était pas seulement une histoire d'un gîte corrompu et d'élus locaux acceptant des pots de vin. C'était un complot criminel qui avait duré des années, impliqué plusieurs meurtres, et s'était étendu à des dissimulations au niveau de l'État. Nous avons besoin de la police judiciaire, dit Valérie sans détour. C'est au-delà des forces de l'ordre local, au-delà même de la gendarmerie nationale. Nous avons besoin d'enquêteurs nationaux qui n'ont aucun lien avec ce département ou ses anciennes structures de pouvoir. Jean sortit la lettre de Pierre, celle qu'il n'avait jamais postée, et la tendit à Valérie. Pierre allait envoyer ça au procureur général. Il a tout détaillé, la corruption, les meurtres, tout. Mais il n'en a jamais eu l'occasion. Valérie lut la lettre, son expression devenant plus sombre à chaque paragraphe. C'est une confession et une accusation. C'est convaincant, mais c'est aussi vieux de 50 ans. Nous avons besoin de plus. Et la police d'assurance? Demanda Marie doucement. Si la compagnie d'assurance a des dossiers, si nous pouvons prouver que Pierre a souscrit une police spécifiquement parce qu'il craignait pour sa vie. Cela montre une conscience du danger, dit Henri. C'est circonstanciel, mais ça aide à établir la menace à laquelle il était confronté.
Jean regarda son équipe improbable, une femme âgée qui avait perdu son amour, un journaliste frustré qui avait porté la culpabilité pendant des décennies, et une rédactrice en chef prête à tout risquer pour la vérité. Et lui-même, un vieil homme abandonné qui était tombé sur un complot vieux de 50 ans. Alors, nous apportons tout à la police judiciaire, dit-il. Les documents, les enregistrements, la lettre de Pierre, le certificat de décès, tout. Nous leur exposons tout et nous les laissons décider s'il y a assez pour une enquête. Et je publie l'histoire quoi qu'il arrive, ajouta Valérie. Que la PJ agisse ou non, cela doit être public. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé ici. Marie pleurait toujours doucement, mais elle hocha la tête. Pour Pierre. Nous faisons ça pour Pierre. Jean sentit le poids de la montre de poche de Pierre dans sa veste. Le temps avait passé, mais la justice n'avait pas de date d'expiration. Pas pour le meurtre, pas pour la vérité. Alors finissons ce qu'il a commencé, dit Jean. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon de préparatifs. Jean, Marie, Henri et Valérie travaillèrent depuis l'appartement caché du Gîte des Pins, transformant les archives secrètes de Pierre Leroy en un dossier d'enquête complet capable de résister à un examen national. Nicolas revint avec du matériel supplémentaire, créant plusieurs sauvegardes numériques de chaque document, photographie et enregistrement. La redondance est la clé, expliqua-t-il, distribuant des clés USB cryptées à chacun d'eux. Si quelque chose arrive à une copie, nous en avons d'autres. Henri rédigea une chronologie s'étendant de 1965 à 1974, reliant chaque pièce à conviction à des crimes et des individus spécifiques. Son esprit de journaliste organisa le chaos en un récit cohérent que même une personne non familière avec l'affaire pourrait suivre. Valérie activa ses contacts, contactant le bureau de la police judiciaire de la capitale régionale. Elle utilisa ses accréditations de rédactrice en chef pour organiser une réunion, la présentant comme de nouvelles preuves dans plusieurs homicides non résolus avec une potentielle juridiction nationale. Le rendez-vous fut fixé au vendredi matin, dans 2 jours. Mais le mercredi après-midi, Jean remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Une berline sombre garée en face du Gîte des Pins. Moteur en marche, vitres teintées. La même voiture qu'il avait vue la veille, et l'avant-veille. Il la montra à Marie. On nous surveille. Elle regarda par la fenêtre, son visage se crispant. J'ai vu cette voiture près de ma station-service aussi. À différents moments de la journée, toujours à distance. Quelqu'un sait ce que nous faisons, dit Henri doucement. Ou du moins le soupçonne. Nicolas parut inquiet. Devrions-nous déplacer les preuves? Les cacher ailleurs? Nous avons déjà fait des copies, leur rappela Valérie. Jean en a un jeu, j'en ai un, Henri en a un, Marie en a un. Même s'ils trouvaient les originaux, ils ne peuvent plus nous arrêter maintenant. Mais Jean n'était pas rassuré. L'apparition d'une surveillance signifiait que leur enquête avait été remarquée. Quelqu'un prêtait attention, et ce quelqu'un n'était probablement pas amical. Nous accélérons le calendrier, décida-t-il. Nous n'attendons pas jusqu'à vendredi. Nous allons à la PJ demain. Valérie passa l'appel, expliqua l'urgence. L'officier de police, le capitaine Paul Leclerc, accepta d'avancer la réunion à demain 14 heures. Ce soir-là, Jean ne put dormir. Il était allongé dans la chambre 7, écoutant le vieux bâtiment craquer et gémir, se demandant si Pierre avait ressenti le même mélange de peur et de détermination dans ces derniers jours. La montre de poche reposait sur la table de chevet à côté de lui, son tic-tac un rappel constant du temps qui passe, de 50 ans écoulés, d'une justice retardée mais non déniée. À 3 heures du matin, il entendit un bruit dehors. Des pas sur le gravier. Jean se déplaça vers la fenêtre, prudent de rester caché derrière le rideau. La berline sombre était de retour, plus proche maintenant, garée au bord du terrain. Alors qu'il regardait, une silhouette en sortit, trop loin et dans l'obscurité pour être identifiée, et marcha lentement autour du périmètre du gîte. Le cœur de Jean martelait. Cherchait-il un moyen d'entrer, essayait-il de l'intimider, ou confirmait-il simplement qu'il était toujours là? La silhouette s'arrêta près de la chambre 12, semblant étudier le bâtiment, puis retourna à la voiture et partit. Jean ne dormit pas le reste de la nuit. Le matin arriva avec une lenteur cruelle. À 8 heures, Marie arriva avec du café et le petit déjeuner. Elle jeta un coup d'œil au visage de Jean et dit « Vous les avez vus aussi. Quelqu'un était là la nuit dernière. » Il vérifiait l'endroit.
La maison de Nicolas a aussi été surveillée. Il m'a appelé ce matin. Sa voix était stable, mais Jean pouvait voir la peur dans ses yeux. Nous n'imaginons pas ça. Peut-être devrions-nous impliquer la police locale, suggéra Jean, bien qu'il n'y crût pas lui-même. Et leur dire quoi? Que nous enquêtons sur des crimes commis par l'ancien commandant et que nous pensons être surveillés. Il se moquerait de nous ou préviendrait celui qui nous surveille. Marie posa son café. Nous nous en tenons au plan. Nous allons à la PJ aujourd'hui, et après ça, nous serons protégés. Henri et Nicolas arrivèrent à midi. Ils chargèrent tout dans la voiture d'Henri, les originaux, l'équipement, les preuves compilées. Le plan était simple, se rendre ensemble à la capitale régionale, rencontrer la PJ, tout remettre, et laisser les forces de l'ordre national s'en occuper. Valérie suivrait dans sa propre voiture. Elle voulait être là pour la remise, pour être témoin de l'histoire et s'assurer d'avoir l'histoire complète pour son article. À 13h, ils quittèrent le gîte des Pins. Jean jeta un dernier regard à la chambre 12, à l'appartement caché en dessous, à l'endroit qui avait changé sa vie. Quoi qu'il arrive maintenant, il avait fait ce qu'il pouvait. Il avait honoré la mémoire et le sacrifice de Pierre Leroy. Le trajet dura 45 minutes. Jean était assis sur la banquette arrière à côté de Marie, regardant la campagne défiler, pensant à quel point tout avait été différent il y a seulement 4 mois. Il avait été abandonné, sans but, attendant de mourir. Maintenant, il faisait partie de quelque chose qui comptait, quelque chose de plus grand que lui. Le bureau de la police judiciaire était un imposant bâtiment en béton du centre-ville, tout en angle vif et vitres teintées. Ils se garèrent sur le parking des visiteurs et rassemblèrent leur matériel, 3 boîtes de documents, un ordinateur portable avec les enregistrements numériques, et la chronologie d'Henri. Le capitaine Paul Leclerc les rencontra dans le hall. Il était plus jeune que Jean ne s'y attendait, peut-être la cinquantaine, avec des cheveux coupés courts et les yeux vifs et évaluateurs de quelqu'un entraîné à repérer la tromperie. Avec lui se trouvait le lieutenant Chloé Martin, la trentaine, vive et professionnelle. « Monsieur Moreau, je suis le capitaine Leclerc. Voici le lieutenant Martin. Merci d'être venu. » Ils furent escortés jusqu'à une salle de conférence et Jean commença sa présentation. Il s'était préparé avec soin, commençant par la découverte de l'appartement caché, puis passant systématiquement en revue chaque pièce à conviction. Leclerc et Martin écoutèrent sans interruption, leurs expressions neutres mais attentives. Lorsque Jean joua des extraits des enregistrements, quelque chose changea. Leclerc se pencha en avant, sa neutralité remplacée par une concentration intense. La bande de Lefebvre discutant du meurtre de Roussel joua dans la pièce silencieuse, et Jean vit les agents échanger des regards significatifs. « Nous avons ce département à l'œil depuis des années », admit Leclerc après la fin de la bande. Des rumeurs, des soupçons, mais jamais assez pour ouvrir une enquête. Les tentatives précédentes d'examiner les irrégularités se sont heurtées à un mur d'obstruction. Il fit un geste vers les preuves étalées sur la table. Ceci change tout. Ceci nous donne un motif raisonnable pour une enquête complète sur plusieurs homicides et un complot criminel. Antoine Lefebvre est toujours en vie, dit Jean. Il a 89 ans, vit dans une maison de retraite. Peut-il être poursuivi? Il n'y a pas de prescription pour le meurtre, répondit Martin. Si les preuves le confirment, oui, il pourrait faire face à des accusations. Leclerc se leva et tendit la main à Jean. Monsieur Moreau, ce que vous avez fait ici est remarquable. Vous avez potentiellement résolu plusieurs affaires classées et exposé un complot caché depuis un demi-siècle. Nous aurons besoin de déclarations complètes de vous tous, et l'enquête prendra du temps, mais je veux que vous sachiez que nous prenons cela très au sérieux. Jean lui serra la main, sentant un flot de soulagement l'envahir. Ils l'avaient fait. Ils avaient transmis les preuves à des gens qui pouvaient agir. Maintenant venait la partie la plus difficile, attendre de voir si la justice serait enfin rendue. La police judiciaire agit plus vite que Jean ne l'avait prévu. Une semaine plus tard, le capitaine Leclerc appela avec une nouvelle qui fit trembler sa main alors qu'il tenait le téléphone. « Nous avons convoqué Antoine Lefebvre pour interrogatoire, » dit Leclerc. « Je voulais que vous le sachiez avant que cela n'atteigne les médias. L'article de Valérie est publié demain. » Jean s'assit lourdement sur le lit de la chambre 7. Après 50 ans, les rouages de la justice se mettaient enfin en marche. L'article de Valérie parut en première page du quotidien du canton le lendemain matin. De nouvelles preuves émergent dans des meurtres non résolus vieux de 50 ans,
titrait le journal. Elle l'avait écrit avec soin, se concentrant sur les faits. La découverte de l'appartement caché de Pierre Leroy. La documentation qu'il avait préservée. Les enregistrements qui capturaient un complot criminel en temps réel. Dans l'après-midi, l'histoire avait été reprise par les médias régionaux. Le soir, les médias nationaux appelaient. Le récit d'un vieil homme abandonné découvrant un complot meurtrier vieux de plusieurs décennies captiva l'imagination du public d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le téléphone de Jean sonnait constamment. Des journalistes demandant des interviews, des réalisateurs de documentaires proposant des projets, des podcasters d'affaires criminelles voulant son histoire. Il ignora la plupart d'entre eux, se concentrant uniquement sur ce qui comptait, l'enquête. 2 semaines après leur réunion à la PJ, le capitaine Leclerc rappela. L'avocat de Lefebvre veut passer un accord. Son client est prêt à fournir une confession complète en échange d'une considération concernant la peine. Il avoue ? Demanda Jean, y croyant à peine. Pas encore, officiellement. Mais son avocat sait que les preuves contre lui sont accablantes. Les enregistrements seuls sont damnants, et nous avons trouvé des preuves corroborantes, des relevés bancaires montrant des dépôts d'espèces inexpliqués, des déclarations de témoins prêts à parler maintenant que nous sommes impliqués. Lefebvre sait qu'il est fini. 3 jours plus tard, Jean reçut l'autorisation d'observer l'interrogatoire à travers un miroir sans teint. Il s'assit dans la petite salle d'observation avec Marie, regardant les gardes amener Antoine Lefebvre dans la salle d'interrogatoire. L'homme avait 89 ans, mais se tenait toujours avec l'autorité de quelqu'un habitué au pouvoir. Grand, large d'épaules malgré son âge, avec des cheveux gris acier et des yeux bleus froids. Il portait un costume cher. Son avocat l'avait bien habillé. Le capitaine Leclerc s'assit en face de lui, une pile de dossiers sur la table. Monsieur Lefebvre, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. L'avocat de Lefebvre, un homme élégant d'une 50aine d'années, se pencha en avant. Mon client est ici de bonne foi, espérant résoudre cette affaire. Commençons par Pierre Leroy, dit Leclerc en ouvrant le premier dossier. Il fit glisser une photographie sur la table, celle de Lefebvre et Leroy sur le parking du Gîte des Pins. Vous le connaissiez ? Je le connaissais. Il gérait le Gîte des Pins. Ce n'était pas un secret. La voix de Lefebvre était rauque mais stable. Aviez-vous une relation d'affaires avec Monsieur Leroy ? Une pause. Lefebvre jeta un coup d'œil à son avocat, qui hocha légèrement la tête. Nous avions un arrangement. Le gîte était utile pour certaines situations qui nécessitaient de la discrétion. Quel genre de situation ? Les personnalités publiques ont parfois besoin d'intimité. Des liaisons. Des réunions d'affaires qui ne pouvaient pas être publiques. Le Gîte des Pins fournissait cela. Leclerc plaça un autre document sur la table, une page du grand livre de Leroy montrant des paiements. Celles-ci semblent être des sommes substantielles pour de simples locations de chambres. Service rendu, dit Lefebvre avec précaution. Y compris couvrir des crimes ? Leclerc fit glisser la transcription d'un enregistrement. Ceci provient d'une bande que Pierre Leroy a faite en août 1973. C'est vous, n'est-ce pas, commandant Lefebvre, discutant d'un paiement pour modifier un rapport de police ? J'en vis le sang-froid de Lefebvre se fissurer légèrement. La mâchoire de l'homme se serra, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise. Je tiens à vous rappeler, continua Leclerc, que nous avons des heures d'enregistrement, des dizaines de documents, des déclarations de témoins. Nous savons pour la corruption, les pots de vin, les dissimulations. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est ce qui est arrivé à Pierre Leroy et Gérard Roussel. La pièce devint silencieuse. Lefebvre fixa la table, son avocat lui murmurant urgemment à l'oreille. Finalement, Lefebvre parla. Je veux l'immunité contre la peine de mort. Cela ne m'appartient pas de l'accorder, dit Leclerc. Mais si vous fournissez un témoignage véridique sur tous les crimes, y compris les homicides, le procureur en tiendra compte lors de la décision des charges. Une autre consultation chuchotée avec l'avocat. Puis Lefebvre hocha lentement la tête. Pierre Leroy était un risque. Début 1974, il menaçait d'aller voir les autorités de l'État. Disait qu'il ne pouvait plus vivre avec lui-même. Que les gens méritaient de savoir la vérité. La voix de Lefebvre était plate, sans émotion. Nous ne pouvions pas permettre cela. Trop de gens étaient impliqués. Trop d'argent en jeu.
Alors vous l'avez fait tuer. Je l'ai arrangé. 2 hommes que je connaissais du service ont fait le travail. L'ont fait passer pour quelqu'un qui avait quitté la ville volontairement. Puis ils se sont occupés de lui et ont disposé du corps dans le département de Rive-sur-Loire. J'avais un contact là-bas, un médecin légiste qui a rempli le certificat de décès sans poser de questions. Marie haleta doucement à côté de Jean, entendant la description froide et clinique du meurtre de Pierre. C'était une chose de le savoir intellectuellement, une autre d'entendre le tueur le décrire sans remords. Et Gérard Roussel? Pressa Leclerc. Roussel a découvert des irrégularités dans les marchés publics. Il allait signaler la fraude, ce qui aurait exposé toute notre opération. Nous l'avons amené au gîte des Pins, l'avons persuadé de reconsidérer. Quand il a refusé, Lefebvre fit une pause. Il fallait s'en occuper. Vous l'avez tué. Pas personnellement. Mais j'ai donné l'ordre. Nous l'avons enterré dans les bois derrière le gîte. Le roi a aidé, bien qu'il ne le voulait pas. Après ça, il était pleinement complice. Je pensais que ça le ferait taire, mais ça n'a pas été le cas. Non. Sa conscience le tourmentait, le rendait dangereux. Lefebvre regarda directement le miroir, comme s'il pouvait voir Jean l'observer. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger les intérêts des gens. C'est ça, le maintien de l'ordre. Nous protégeons et nous servons. Vous avez assassiné 2 hommes et l'avez couvert pendant 50 ans, dit froidement Leclerc. Ce n'est pas le maintien de l'ordre. C'est le crime organisé. L'avocat de Lefebvre intervint. Mon client coopère pleinement. Il a fourni des informations détaillées sur des crimes graves. Nous nous attendons à ce que cela soit pris en considération. Leclerc rassembla ses papiers. Nous continuerons demain. Le lieutenant Martin prendra votre déclaration officielle. Je vous conseille d'être complètement honnête. Nous vérifierons tout ce que vous direz. Alors que les gardes emmenaient Lefebvre, Jean s'adossa, se sentant vidé. Il avait voulu entendre la vérité, avait besoin de l'entendre. Mais écouter Lefebvre décrire le meurtre de Pierre avec un détachement si froid était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Marie pleurait silencieusement, et Jean lui prit la main. Ils avaient obtenu ce pourquoi ils étaient venus, une confession, une preuve, la justice qui commençait à prendre forme. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à un deuil, retardé de 50 ans. La confession fit la une des journaux nationaux. Un ancien commandant admet des meurtres des années 70, domina les titres pendant des jours. Des équipes de télévision descendirent sur la petite ville, filmant le gîte des Pins, interviewant les résidents de longue date, explorant l'histoire de la corruption qui avait couvé pendant des décennies. Jean devint une figure médiatique inattendue. Le détective du gîte l'appelait il, bien qu'il détestât ce surnom. Il n'était pas un détective, juste un vieil homme qui était tombé sur la vérité et avait refusé de la laisser enterrer. Il accepta une poignée d'interviews, se concentrant toujours sur Pierre Leroy plutôt que sur lui-même. C'est son histoire, dit Jean au journaliste. C'est lui qui a tout documenté, qui a essayé de faire ce qui était juste. Je n'ai fait que finir ce qu'il avait commencé. La publicité eut des conséquences inattendues. 3 jours après la diffusion de la confession de Lefebvre, Jean reçut une lettre. L'adresse de l'expéditeur lui coupa le souffle. Léo Moreau. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Papa, commençait-elle. Je t'ai vu aux informations. J'ai vu ce que tu as fait ces derniers mois pendant que je t'abandonnais. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'étais désespéré, noyé sous les dettes de jeu, et j'ai fait des choix terribles. Je me suis dit que c'était temporaire, que je reviendrais te chercher une fois que j'aurais réglé mes problèmes. Puis les jours sont devenus des semaines, et la honte m'a tenu éloigné. Je ne pouvais pas faire face à ce que j'avais fait. En te voyant maintenant, en voyant ce que tu as accompli, ce que tu as survécu. J'ai si honte. Tu mérites mieux de ma part. Tu mérites mieux que le fils que j'ai été. Je suis en thérapie maintenant, je m'occupe de mon addiction au jeu, j'essaie de remettre ma vie sur les rails. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. Je suis si désolé, papa. Si tu es d'accord, j'aimerais parler, essayer d'expliquer, même si rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Ton fils, Léo.
Jean lut la lettre 3 fois. Les émotions se battaient en lui. La colère de l'abandon, les mois d'incertitude et de peur. Mais aussi une faible lueur de quelque chose d'autre. Pas le pardon, exactement, mais peut-être la possibilité de celui-ci un jour. Il répondit ce soir-là, gardant sa réponse brève. Léo, j'ai reçu ta lettre. Ce que tu as fait m'a profondément blessé. J'ai passé des mois à croire que j'avais été complètement oublié, que ma vie n'avait plus de valeur pour personne. Ce genre d'abandon laisse des cicatrices. Mais j'ai aussi appris quelque chose ces derniers mois, que je suis plus fort que je ne le pensais, que je peux encore compter, encore faire une différence. Je ne sais pas si nous pouvons reconstruire ce qui a été brisé entre nous. La confiance prend du temps à se rétablir, et je ne suis pas sûr du temps qu'il me reste. Mais si tu es sérieux dans ta volonté de régler tes problèmes, de changer, alors peut-être que nous pouvons essayer. Lentement. Pas de promesses, pas de garantie. Juste une communication honnête. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Papa. Il la posta le lendemain matin, incertain d'avoir fait le bon choix, mais sachant qu'il devait au moins laisser la porte ouverte. Monique aurait voulu cela. Elle avait toujours cru aux secondes chances. D'autres nouvelles arrivèrent la même semaine. Marie reçut une notification de la compagnie d'assurance de Pierre. Après 50 ans, la police allait enfin être payée. Avec les intérêts accumulés, la somme était substantielle, plus d'argent que Marie n'en avait vu de sa vie. « Je n'en veux pas », dit-elle à Jean en lui annonçant la nouvelle. « C'est de l'argent sale. Pierre est mort pour ça. Pierre a souscrit cette police pour prendre soin de toi, lui rappela doucement Jean. Il voulait que tu sois protégé si quelque chose lui arrivait. L'accepter, c'est honorer son intention. Alors je l'utiliserai pour honorer sa mémoire. La voix de Marie se raffermit. Je vais créer un fonds pour les personnes âgées qui ont été abandonnées ou oubliées. Des gens dans des situations comme la vôtre, Jean. Des gens qui ont besoin d'aide et n'ont nulle part où aller. L'idée le toucha profondément. De la tragédie et de la perte, quelque chose de bien allait émerger. Le sacrifice de Pierre aiderait les autres, créerait un sens au-delà de la douleur. L'article d'Henri sur l'affaire remporta un prix régional de journalisme. Lors de la cérémonie, il le dédia à Pierre Leroy et à toutes les histoires qui auraient dû être racontées mais ne l'ont pas été. La couverture de Valérie apporta une nouvelle reconnaissance au quotidien du canton, inversant sa fortune déclinante et assurant son avenir. Un mois après la confession de Lefebvre, Jean reçut un appel de Nicolas. Le département a accepté de classer le Gîte des Pins comme site historique. Ils veulent préserver le bâtiment, créer un petit musée sur l'affaire. Ils demandent si vous seriez d'accord pour servir de consultant historique. Jean regarda autour de la chambre 7, l'endroit qui avait été sa maison pendant des mois maintenant. Il s'était attendu à en vouloir au Gîte des Pins, à ne le voir que comme le lieu de son abandon. Au lieu de cela, c'était devenu l'endroit où il avait trouvé un but. Je serais honoré, dit-il. Le classement s'accompagnait d'un modeste salaire et d'une résidence gratuite. Jean vivrait désormais au Gîte des Pins en permanence, non pas comme un vieil homme abandonné, mais comme le gardien de son histoire, la personne qui s'assurait que la vérité reste visible. Un après-midi, Jean se rendit à la maison de retraite des Tilleuls où Lefebvre avait vécu avant son arrestation. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il devait faire cela, seulement qu'il le devait. La confrontation semblait nécessaire d'une manière ou d'une autre, un moyen de boucler la boucle. L'établissement était agréable, bien entretenu, le genre d'endroit où les gens puissants prenaient leur retraite, confortable et digne. Jean pensa à Pierre, mort dans une rivière, et à Gérard Roussel, enterré dans des bois sans sépulture. L'injustice de la situation le brûlait. Mais Lefebvre n'était plus là. Il avait été transféré à la prison départementale, en attente de son procès. La réceptionniste donna l'adresse à Jean, et il s'y rendit. La prison l'autorisa à lui rendre visite, son rôle dans l'affaire lui donnait certains privilèges. Il s'assit dans la salle des visites, attendant que les gardes amènent Lefebvre. Le vieil homme semblait diminuer maintenant, vêtu d'une combinaison de prisonnier orange, son autorité dépouillée. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, séparés par du plexiglas, et Jean décrocha le téléphone. « Je voulais vous voir, » dit Jean. « J'en avais besoin, je crois. » Lefebvre le fixa de ses yeux bleus froids. « C'est vous qui avez tout trouvé. » La police d'assurance de Leroy.
Je suis celui pour qui il l'a laissé. Pour que quelqu'un finisse ce qu'il a commencé. Félicitations. Vous avez détruit des vies, rouvert de vieilles blessures. Pourquoi? La justice? La voix de Lefebvre dégoulinait de mépris. Les hommes que j'ai protégés sont morts. Les crimes sont de l'histoire ancienne. Tout ce que vous avez fait, c'est satisfaire votre propre besoin de vous sentir important. Jean sentit la colère monter mais la réprima. J'ai donné une voix à Pierre le Roi après 50 ans de silence. Je me suis assuré que les gens sachent qu'il a essayé de faire ce qui était juste, qu'il comptait. Et j'ai prouvé que la vérité ne meurt pas simplement parce que des hommes puissants veulent l'enterrer. La vérité. Lefebvre rit amèrement. Vous avez 76 ans, abandonné par votre propre fils, vivant dans un gîte condamné. Et vous me faites la leçon sur la vérité. La différence entre nous, dit Jean doucement, c'est que j'ai trouvé la rédemption dans mes dernières années. Vous mourrez en prison, on ne se souviendra de vous que pour vos crimes. C'est ça, la vérité qui compte. Il raccrocha et s'éloigna, laissant Lefebvre le regarder partir. 3 mois après la confession d'Antoine Lefebvre, le gîte des Pins avait changé d'aspect. La subvention de rénovation du département avait financé les réparations essentielles, un nouveau toit, des fenêtres remplacées, une nouvelle couche de peinture à l'extérieur. L'enseigne au néon, Vacances, avait été restaurée, bien qu'elle lise maintenant, musée, brillant doucement dans le crépuscule naissant. Jean se tenait sur le parking, regardant le soleil se coucher derrière le bâtiment qui était devenu sa maison. À 77 ans, il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Avoir un but avait le don de rajeunir une personne, avait-il découvert. Quand on comptait pour quelque chose de plus grand que soi, l'âge n'était plus qu'un nombre. À l'intérieur, la chambre 12 et l'appartement caché en dessous avaient été préservés exactement comme Jean les avait trouvés. Les visiteurs pouvaient descendre ces mêmes escaliers, voir le bureau et le journal de Pierre le Roi, comprendre le courage qu'il avait fallu pour documenter la vérité. Une petite plaque près de l'entrée disait « À la mémoire de Pierre le Roi, 1929 à 1974 ». Son courage dans la quête de la vérité nous rappelle que la justice, bien que retardée, ne doit jamais être déniée. La cérémonie d'inauguration était prévue pour ce soir. Jean avait essayé de la garder simple, mais l'histoire avait attiré trop d'attention. Des équipes de télévision installaient leur matériel. Des fonctionnaires de l'État avaient confirmé leur présence. Même le préfet de région avait envoyé un représentant. Marie arriva la première, traversant la route depuis sa station-service. Elle était élégante dans une robe bleu marine, ses cheveux blancs fraîchement coiffés. Dans ses mains, elle portait la plaque de bronze qui serait montée à côté de la photographie de Pierre. « Prêt pour ça ?» demanda-t-elle à Jean. « Aussi prêt que je le serai. C'est toujours étrange, toute cette attention. Vous l'avez mérité. Nous l'avons tous les deux mérité. » Elle regarda le bâtiment restauré. Pierre serait content, je pense, de savoir que son histoire est enfin racontée. Henri arriva ensuite, s'appuyant lourdement sur une canne mais souriant largement. Ça a l'air bien, Jean. Vraiment bien. Valérie arriva dans sa voiture, une équipe de tournage la suivant. Elle avait couvert chaque développement de l'histoire, le tirage de son journal ayant triplé au cours des 3 derniers mois. Jean, pouvons-nous avoir quelques images avant le début de la cérémonie? Il accepta à contre-cœur, se tenant devant la chambre 12 pendant que les caméras tournaient, expliquant comment il avait découvert la fissure dans le mur qui avait mené à tout le reste. C'était toujours surréaliste d'être interviewé, d'être traité comme quelqu'un d'important. À 18 h, les invités commencèrent à arriver. Des habitants de la ville, certains qui se souvenaient des années 70 et d'autres trop jeunes pour les avoir vécues, des fonctionnaires de l'État en costume cher, des journalistes de toute la région. Ils se rassemblèrent sur le parking, remplissant l'espace qui avait été vide si longtemps. Le maire prit la parole en premier, présentant des excuses officielles pour les décennies de corruption qui avaient entaché l'histoire de la ville. C'était soigneusement formulé, validé juridiquement, mais semblait sincère. La ville essayait de faire face à son passé, de reconnaître les torts qui avaient été enterrés. Puis ce fut le tour de Jean. Il s'approcha du microphone installé près de la chambre 12, se sentant nerveux malgré ses remarques préparées. Mais quand il regarda la foule, il oublia ses notes et parla avec son cœur. Il y a 4 mois, j'ai été abandonné dans ce gîte par mon fils.
Je me sentais oublié, sans valeur, comme si ma vie ne comptait plus pour personne. J'ai passé des semaines dans le désespoir, me demandant pourquoi je devais continuer. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Puis j'ai trouvé une fissure dans un mur. Derrière, il y avait l'appartement caché de Pierre Leroy. Et à l'intérieur de cet appartement, il y avait la preuve qu'un homme avait essayé de défendre la vérité, même quand cela lui a tout coûté. Pierre m'a fait un cadeau. Il m'a donné un but. Il m'a rappelé que chaque vie a de la valeur, qu'il n'est jamais trop tard pour faire une différence. Que la vérité compte, même s'il faut 50 ans pour qu'elle émerge. Il regarda Marie, qui se tenait près de la plaque, des larmes coulant sur son visage. Pierre Leroy a été assassiné pour son courage. Il a été réduit au silence et oublié, son sacrifice effacé. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons de lui. Aujourd'hui, nous disons son nom et nous honorons ce qu'il a essayé de faire. Et nous nous engageons à ne plus jamais oublier. À ne jamais laisser le pouvoir enterrer la vérité. À toujours défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. La foule applaudit. Marie s'avança et ensemble, ils dévoilèrent la plaque de bronze. Elle brillait dans la lumière déclinante, permanente et solide, un témoignage qui leur survivrait à tous. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait et que les équipes de tournage remballaient, le téléphone de Jean sonna. Le nom de Léo apparut à l'écran. Il répondit. « Allô, Léo. Papa, j'ai vu la cérémonie aux informations. Tu avais l'air. Tu avais l'air bien. Fort. » La voix de Léo était hésitante. « Ça fait 3 mois que je suis sobre maintenant, je vais à des réunions tous les jours. Je voulais que tu le saches. C'est bien. J'en suis content. Je ne demande pas le pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais te dire que j'essaie. J'essaie vraiment cette fois. » Jean regarda la plaque et le nom de Pierre brillant en bronze. « Nous faisons tous des erreurs, Léo. Ce qui compte, c'est si nous en tirons des leçons, si nous essayons de faire mieux. » Il fit une pause. « Je ne suis pas prêt pour une réconciliation complète. La blessure est encore trop fraîche. Mais peut-être que nous pouvons parler de temps en temps. À petits pas. » À petits pas, acquiesça Léo, le soulagement évident dans sa voix. « Merci, papa. De me donner une chance. » Après avoir raccroché, Jean s'assit sur le banc devant la chambre 7, regardant les derniers visiteurs partir. Marie le rejoignit et ils s'assirent dans un silence confortable alors que l'obscurité tombait et que l'enseigne au néon restauré s'allumait en vacillant. « Penses-tu qu'il est en paix maintenant ?» demanda Marie doucement. « Pierre, je veux dire. J'aime à le croire. Son histoire est racontée. Justice a été rendue, autant que possible après 50 ans. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Et toi? Es-tu en paix? » Jean réfléchit à la question. Il y a 4 mois, il aurait dit que sa vie était finie. Qu'il attendait juste de mourir. Maintenant, il avait du travail à faire, des histoires à raconter, un but qui s'étendait au-delà de lui-même. « Je le suis, » dit-il, surpris de réaliser que c'était vrai. « Je le suis vraiment. » Ils restèrent assis ensemble alors que la nuit s'installait sur le gîte des Pins. 2 personnes âgées qui avaient survécu à la perte et à la trahison et avaient trouvé un sens dans la recherche de la vérité. Au-dessus d'eux, l'enseigne du musée brillait, stable et lumineuse, un phare promettant que certaines histoires, peu importe combien de temps elles sont enterrées, trouvent toujours leur chemin vers la lumière. Jean sortit la montre de poche de Pierre de sa veste. Vérifiant l'heure, 19h30. L'inscription au dos, à Pierre, avec amour, M. Capta la lumière. Le temps avait passé, mais certaines choses perduraient. L'amour, la vérité, la justice. La détermination des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Jean sourit et rangea la montre. Demain, il ferait sa première visite guidée du musée, partageant l'histoire de Pierre avec les visiteurs. Il y avait du travail à faire, un but à accomplir, une vie encore à vivre. Et cela, pensa-t-il, était suffisant.